Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à tous pour aujourd'hui le 24e meet-up organisé par le Health Data Hub. Le thème aujourd'hui, ça va être l'homopisation des données de santé avec un retour d'expérience et un contrôle qualité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. On y répondra à la fin de chaque intervention. Ce meet-up est un peu spécial puisqu'aujourd'hui, nous sommes uniquement en distanciel, mais habituellement, il y a des temps d'échange qui peuvent se dérouler également à l'issue du meet-up. Donc, pour ce meet-up aujourd'hui, nous aurons deux présentations. Est-ce que tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît, Hakim? Merci. Donc pour la première présentation, Régis et Hakim euh, feront un retour d'expérience sur l'utilisation du modèle HOMOP pour l'étude standardisée des coagulopathies et de leurs facteurs de risque chez les patients atteints de COVID-19 à partir de la base principale du SNDS. Et enfin, pour la présentation suivante, nous aurons Nadia qui présentera l'exploitation de Spark via des packages R dans le cadre de l'analyse qualité des données de la base principale du SNDS au format HOMOP. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première intervention. Bonjour à tous. Donc nous allons vous présenter un retour d'expérience qui est lié à l'utilisation du format standardisé OMOP dans le cadre d'un cas d'usage européen multi-pays qui implique le Health Data Hub et qui a nécessité du coup la transformation d'un large volume de données de la base principale du SNDS. Nous allons par l'occasion revenir sur les défis que nous avons rencontrés et sur des solutions mises en place, sachant que pour information, ce projet est toujours en cours d'analyse, et donc malheureusement, nous ne pourrons pas vous présenter les résultats de ce projet. Nous avons des résultats qui ont été émis il y a encore quelques jours, et nous sommes en cours de vérification. Alors, le Health Data Hub, il participe au projet pilote Health Data EU, qui est financé par la Commission européenne et qui réunit 17 partenaires de 9 pays. Ce projet, il vise à tester une première version de l'espace européen des données de santé en interconnectant diverses plateformes qui peuvent être aussi bien des autorités nationales compétentes en matière de données ou des infrastructures de santé publique ou de recherche en santé, et ceci afin de permettre un couplage des données entre différentes sources. Donc, ce projet a pour objectif de développer une infrastructure informatique et de définir des standards communs en matière de sécurité, d'interopérabilité et de cadre juridique, et en s'appuyant notamment sur des cas d'usage pour démontrer l'impact des données de santé à l'échelle européenne en termes de santé publique, d'innovation ou d'amélioration des parcours de soins. Donc, les résultats de ces cas d'usage permettront de formuler des recommandations à la Commission européenne. Donc, un des cas d'usage en question, sur lequel nous allons nous centrer aujourd'hui, c'est l'étude de l'histoire naturelle des événements qui sont liés à la coagulopathie chez des patients atteints de COVID-19. Donc, le leader de ce projet est l'EMA, l'Agence européenne du médicament, qui a fourni à 4 équipes partenaires de données un protocole commun. 4 partenaires de données qui sont une équipe danoise, une équipe croate, finlandaise et le HDH. Les objectifs de ce projet, ils sont d'estimer des taux d'incidence d'événements thromboemboliques veineux et artériels, ainsi que de pathologies cardiovasculaires majeures, au sein de 3 cohortes qui seront définies, des sujets atteints de Covid, des sujets vaccinés contre la Covid et des sujets en population générale avant Covid, servant de référence, puis de comparer les incidences des 2 premières cohortes avec celles de la population générale afin d'apprécier si cette incidence est stable ou si elle présente une tendance. Pour ça, nous avons extrait un échantillon de 10 millions de sujets adultes en 2017 dans la base principale du SNDS, ainsi que leurs données sur 2017-2023. Et ce cas d'usage va utiliser un système d'analyse statistique fédéré qui sont réalisés à partir de données transformées selon le modèle de données HOMOP. Ces analyses, elles sont exécutées par chaque partenaire participant localement sur ses propres données, transformées au format HOMOP, à partir des scripts d'analyse qui sont standardisés, communs et qui sont transmis par l'EMA en amont. Les scripts, au final, vont générer des fichiers CSV ou HTML et un rapport avec l'ensemble des résultats. Et seuls ces résultats agrégés seront transmis à l'EMA. Aucune donnée individuelle n'est transmise. Et pour ce projet et pour le Health Data Hub, c'est l'équipe EVA qui exécute ces scripts sur ce projet. Donc ici, vous avez une vue... Pardon, attendez, je pense que je suis un peu vite. Donc, les analyses statistiques suivantes seront réalisées à partir des scripts standardisés pour les 3 cohortes que j'ai citées, donc la population pré-Covid qui a été définie sur la période 2017-2019, une population également, la deuxième cohorte de patients avec Covid-19,
au cours de la période Omicron, donc entre le 1er décembre 2021 et le 30 juin 2023, et une population vaccinée contre la COVID-19 au cours de la période Omicron, même chose sur la période décembre 2021, juin 2023. Donc, outre des analyses descriptives permettant de caractériser les patients de chaque cohorte à la date index, on calculera ensuite des taux d'incidence des événements d'intérêt, à savoir les événements thromboemboliques veineux, artériels et des événements cardiovasculaires majeurs à 30, 60, 90 et 180 jours après la date index. Également, des incidences cumulatives à 90 jours, afin de tenir compte et de prendre en compte le risque de décès en termes de risque compétitif. Dans la population, la deuxième population qui a un diagnostic de COVID-19, un modèle de Cox sera utilisé pour identifier les facteurs associés à la survenue de chacun des événements. Et enfin, il y aura une comparaison des taux d'incidence des événements d'intérêt des populations COVID-19 et vaccinées contre la COVID, donc les populations 2 et 3, par rapport à ceux de la population pré-COVID via des ratios standardisés des taux d'incidence. Donc tout ceci est prévu dans les scripts. Et donc, toutes ces analyses seront conduites globalement, puis également certifiées selon différentes variables telles que les caractéristiques démographiques, des antécédents de Covid, le statut vaccinal, la présence d'hospitalisation ou l'immunodépression à la date index. Ici, vous apercevez la page d'accueil du site GitHub de l'étude qui contient l'ensemble des scripts fournis par l'EMA pour le projet. 3 scripts sont d'intérêt, les scripts de diagnostic qui vont créer des indicateurs de cohorte, d'événements et d'exposition médicamenteuse et qui vont ensuite éditer une trentaine de fichiers CSV qui permettront de vérifier au préalable les effectifs des populations et des sous-populations nécessaires à l'étude, ainsi que les effectifs des codes concepts des événements d'intérêt, qui pourront du coup fournir un terrain documenté sur les tailles de population, les tailles d'événements également, avant de pouvoir avancer vers les analyses. Et permettront éventuellement aussi de pouvoir faire des adaptations sur les scripts de transformation au MOP, si jamais on voit que certains événements sont peu présents ou certaines cohortes peu également populationnées. Les scripts du dossier study, eux, permettront de réaliser les analyses statistiques du protocole. Et les scripts de report permettront, eux, de générer des fichiers CSV avec l'ensemble des résultats. Donc, rapidement, le modèle du SNDS, on sait que c'est un schéma complexe qui, lui, est centré sur les prestations, qui est composé de 180 tables et de près de 4500 variables. Et pour ce cas d'usage, nous avons d'ailleurs restreint volontairement les données du PMSI à sa composante MCO seule. Le modèle OMOP, lui, il est défini et géré par le consortium OHDSI. Il est centré, lui, par contre, sur le patient, ce qui facilite ainsi la construction des parcours de soins. Et ce schéma, du coup, contient plus d'une trentaine de tables cibles. Nous avons, pour ce cas d'usage, nous avons, à partir de données SNDS, nous avons nourri 17 tables OMOP cibles, qui sont en vert dans le graphique et le schéma présenté. Certaines tables spécifiques, telles que les tables de coût, par exemple, en haut à droite, n'ont pas volontairement été ciblées comme des tables à remplir. Ici, vous pouvez visualiser les tables du modèle de données OMOP et les grands domaines de données, avec 2 tables d'intérêt et principales en haut à gauche, qui sont la table personne, qui est la table centrale et qui contient les informations sur les individus. Elle est reliée à la table visite-occurrence, qui est la table qui contient les informations globales sur les consultations, les visites et les séjours hospitaliers. Et ces 2 tables sont reliées à plusieurs autres tables, notamment d'événements dans la zone verte, en bas, sur le côté gauche, qui sont, selon différents domaines, les diagnostics, les médicaments, les procédures, les mesures, les dispositifs, les observations. D'autres tables telles que location, care site, provider contiennent des informations plutôt sur la localisation des sujets et des structures de soins, ainsi que des caractéristiques sur les professionnels de santé. Et il existe au centre, en rouge, des tables de vocabulaire également que l'on peut télécharger sur le site Athena d'OHDSI, qui permet du coup d'aligner les terminologies vers les concepts attendus. Donc, au sein du Health Data Hub, nous avons mis en place 4 étapes pour la standardisation des données sources du SNS vers le format OMOP, impliquant du coup plusieurs profils de personnes en interne. La première étape va être de définir le design que l'on dit de l'ETL, ETL pour Extraction Transformation Load, c'est-à-dire la procédure de transformation des données SNDS en OMOP, avec la rédaction d'une documentation dédiée. Une deuxième étape d'alignement des vocabulaires du SNDS, donc les alignements des vocabulaires sources tels que CIMDIS, CIP ou CCM, vers des concepts standards attendus par OMOP, qui attend plutôt, lui, des standards, des vocabulaires de type SNOMED, RxNorm ou LOINC, avec l'aide d'experts médicaux et d'internes en pharmacie ou médecine. Une troisième étape de programmation et d'exécution des scripts de l'ETL en lien avec la documentation définie à la première étape. Et une dernière étape de vérification de la qualité de la transformation de la base au format OMOP, avec l'exécution des scripts de contrôle qualité standardisés
dont vous parlera Nadia tout à l'heure, et en cas d'erreur observée, forcément, qui entraîne des adaptations de l'ETL et des correctifs. Voici ici une vue globale de l'ETL que nous avons réalisé pour transformer les données SNDS au format OMOP, avec la création de tables intermédiaires dès le départ provenant du DCIR, en fusionnant la table centrale des prestations avec plusieurs tables affinées. Puis ensuite, nous avons créé des tables STEM par domaine, une table médicaments, une table diagnostic, une table mesure, une table procédure, qui comprenait à la fois des données de DCIR, mais également du PMSI, avec l'alignement des concepts standards de vocabulaire, ce qui permet aussi d'obtenir le type de domaine de chaque concept. J'y reviendrai par la suite. Puis ensuite, le regroupement de ces tables STEM en une seule table unique avant la répartition dans les tables finales selon les grands domaines, à savoir drogue, médicaments, dispositifs, procédures, conditions. Et également donc les autres tables, provider, person, location, care site, qui sont directement créées à partir de données sources du PMSI, du DCIR ou du CPDC, sans passage par des tables intermédiaires. Voilà. Alors, la conception de l'ETL OMOP en langage naturel, il consiste donc à formaliser dans un document de manière explicite les règles de transformation entre les données sources, SNDS ici, et le modèle OMOP. Donc, on va décrire pour chaque champ du modèle cible d'où viennent les données et comment on les transforme pour les faire rentrer dans les bonnes cases du modèle OMOP. Toutes les variables, c'est un point très important, toutes les variables qui se terminent par concept ID, concept ID, dans le modèle OMOP, doivent contenir des identifiants de concepts standards qui sont attendus par OMOP, issus des vocabulaires standards d'OMOP que l'on peut retrouver sur le site Athena, sur la plateforme de terminologie d'OHDSI. Donc, pour concevoir ces règles et pour pouvoir se lancer dans la documentation, il faut d'abord se poser des questions clés. Quelles informations de la base source sont pertinentes à intégrer dans les tableaux MOP? Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait sens pour notre projet? Nous avons choisi d'enseigner 17 tables parmi celles proposées par le modèle, mais peut-être que pour d'autres projets, d'autres équipes auront besoin de moins ou de plus. Quels vocabulaires sont utilisés dans nos données sources? Par exemple, nous, on a besoin des codes SIM10, des codes CCM, des codes CIP. Sont-ils directement pris en compte dans le modèle ou faut-il les aligner vers des vocabulaires standards et si oui, lesquels? Et enfin, quelles colonnes de chaque tableau MOP pourra-t-on renseigner ou non? Certaines resteront peut-être vides, d'ailleurs, c'est possible, si l'information n'existe pas, et on mettra dedans des valeurs type nul ou zéro selon le type de variable. Donc, il est conseillé de formaliser ces règles sous forme de tableau, en indiquant pour chaque variable cible la règle de transformation appliquée, comme par exemple dans l'exemple ci à droite, avec la table personne, qui est la table centrale des patients, qui est renseignée à partir de la table IRBNR du SNDS. Donc le champ personne ID ou personne ID, du coup, lui, est généré à partir du hash combinant les champs BNIR PSA et numéro de la base source. Le champ gender concept ID, lui, sera renseigné selon la valeur du sexe. Donc si la valeur de source dans les données SNDS est égale à 1, dans ce cas-là, on mettra le concept standard 8507, qui est le concept attendu par OMOP pour les hommes, ou 8532 pour les femmes. Les champs de date de naissance, tels que year of birth ou month of birth, ils sont renseignés directement à partir des variables d'année et de mois de naissance dans le SNDS, si bien sûr on a droit au mois de naissance. Et day of birth, en revanche, lui, sera laissé vide, car l'information du jour de naissance n'est bien entendu pas disponible dans le SNDS. Voilà. Donc ce travail permet donc de clarifier les choix de transformation, donc de documenter l'ETL et de faciliter ensuite sa mise en œuvre technique, quel que soit l'outil utilisé dans les scripts, que ce soit Python, SAS ou R. Donc, il faut pour cela réaliser une standardisation sémantique, donc utiliser à la place des valeurs des données sources des vocabulaires et des terminologies communes, qui sont définies par OMOP. Le travail plus conséquent concerne surtout les événements médicaux, tels que les diagnostics, les actes ou procédures, les médicaments, les mesures, les résultats, les dispositifs. Et donc, il faut appareiller des nomenclatures sources du SNDS vers des terminologies de référence pour OMOP. Donc, certaines terminologies sont déjà alignées dans l'outil Athena mis à disposition par OHDSI, tels que SIM10 ou CIP. Il y a déjà des alignements vers des vocabulaires standards attendus par OMOP, mais la majorité des autres vocabulaires dans les données du SNDS, par exemple, ne le sont pas. Donc, voici une vue d'ensemble des alignements réalisés. Donc, pour les codes SIM10 qui sont présents dans le SNDS, donc, ils sont directement alignés vers SNOMED via l'outil Athena, et je montrerai un exemple juste après. Pour les médicaments, les codes CIP, eux, sont alignés vers RxNorm à l'aide du code CIP7 et c'est réalisé pour les 80% des codes les plus fréquents dans la base du SNDS via également Athena. Les actes de procédure en CCM, on prend également 80% des codes les plus fréquents dans le SNDS et on les aligne vers SNOMED à l'aide notamment d'internes en médecine.
Les codes UCD de la liste en sus, eux, sont alignés vers le standard OMOP RxNorm au niveau clinical drug, à l'aide de l'outil Usagi, qui est un outil également d'alignement fourni par OHDSI. Et pour les codes LPP, ce sont des codes qui ne seront peu ou pas utilisés par le projet, en tout cas coagulopathie. Et les codes ont été alignés vers les chapitres. Enfin, c'est les codes des chapitres qui ont été alignés, en fait, à un niveau moins granulaire vers SNOMED. Donc ça, c'est ce que l'on a refait sur ce projet. Il faut savoir qu'ensuite, nous avons d'autres projets qui sont en cours et sur lesquels nous avons affiné notre méthode d'alignement des vocabulaires, avec des méthodes un peu plus complexes et précises. Donc ici, un exemple avec le code SIM10E11 du diabète de type 2. Dans Athena, ce code, il a un identifiant de concept qui lui est propre. C'est le code 376 14 313. C'est ce qui est référencé effectivement dans Athena pour le code E11. Donc c'est le code de diabète de type 2. C'est pas forcément ce code-là qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut récupérer, c'est le code standard vers lequel il est aligné, car les codes SIM10 ne sont pas un code standard attendu dans le mode. Donc ici, par l'alignement réalisé par Athena, le code E11 est aligné vers le code SNOMED 440 54006, qui est Type 2 Diabetes mellitus, qui lui-même a un identifiant de concept qui est le 201 826. Et c'est cet identifiant-là qui est le code véritablement que l'on recherche. En effet, les identifiants de concept sont importants parce que ce sont eux qui sont appelés dans les scripts d'analyse standardisés de l'EMA. On ne va pas directement analyser E11 ou 440 54006, mais le concept du code standard aligné. Et ce code standard aligné, il a, comme vous pouvez le voir en bas à droite, il est dans le domaine ID condition. Donc, à partir du moment où il est dans le domaine ID condition, cela veut dire que la ligne qui contient ce code-là se retrouvera dans la table finale OMOP condition occurrence, qui contient toutes les lignes du domaine condition. Et donc, tout ceci sera fait de la même façon pour tous les codes SIM10, mais aussi pour tous les codes des autres vocabulaires vers d'autres standards tels que RxNorm ou Lowink. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Kim qui va vous présenter la plateforme et comment on a mis en place les contraintes techniques et les systèmes techniques pour faire ces ETF. Merci Régis. Donc, moi, je vais vous présenter la partie opérationnelle et technique du projet. Tout d'abord, on a dû extraire les données SNDS sur la plateforme de la CNAM. On a eu du coup une extraction qui correspond aux données qui avaient été identifiées, donc 10 millions de personnes. Donc, les données de 10 millions de personnes comprises entre 2017 et 2023. Donc, ça représente à peu près 93 tables extraites et 1 Tera de données. Donc, une fois qu'on a fait cette extraction, on récupère les données sur la plateforme du HDH, où on a quelques étapes de validation et de pseudonymisation des données. Et on va travailler ensuite sur l'espace dit de préparation des données. On va charger nos tables dans notre base de données et appliquer la pipeline OMOP qui a été développée pour transformer les données du FMJ au format OMOP. Puis ensuite, sur cet même espace, on a notre étape de qualité qui va vous être présentée en détail dans la prochaine présentation. Les tables OMOP sont ensuite transférées dans un autre espace, un espace dit d'analyse, où on va aussi charger ces tables cette fois-ci dans une base de données. Et on va pouvoir appliquer les packages d'analyse qui ont été fournis par Darwin pour obtenir les résultats de cette analyse. Et c'est seulement ces résultats du coup, qui seront sortis de la plateforme et transmis du coup à Darwin et à l'EMA. Donc ici, je vous présente l'architecture technique qui a été mise en place pour pouvoir gérer cette grande volumétrie de données. Donc tout d'abord, on a utilisé Hive comme data warehouse. Donc ça nous a permis du coup de charger toutes nos données, de sauvegarder toutes les tables intermédiaires et les tables finales qui sont générées par la pipeline OMOP. On a utilisé Spark comme moteur de calcul distribué, donc ça nous a permis de gérer cette grande volumétrie. On a utilisé l'outil DBT comme orchestrateur et on a une autre brique Thrift Server qui permet de facilement communiquer du coup avec notre cluster Spark. Ce cluster, c'est un cluster scalable qui peut monter jusqu'à 32 workers et chaque worker contient 4 cœurs et 30 Go de RAM. Le TL, il contient plus de 270 scripts SQL et à peu près une trentaine de macros SQL, donc des fonctions SQL. Donc ici, je vous ai montré l'arborescence de notre pipeline OMOP, de notre projet. Donc ça suit un projet DBT.
Donc, les deux dossiers importants, ça va être le dossier modèle, ce qui va contenir du coup, tous les scripts SQL avec les spécificités DBT. Le dossier macro, du coup, va contenir toutes nos fonctions SQL qui vont être réutilisées dans les scripts SQL. Le dossier target, il va contenir les scripts SQL compilés lorsqu'on va lancer du coup la pipeline. Et on a d'autres fichiers de configuration, donc package.yaml qui contient les packages DBT, profil.yaml qui contient nos crédentiels de connexion. Mais ce qui va vraiment être important, du coup, c'est ce dossier modèle. Donc, je vais zoomer dessus. Dans le dossier modèle, on a encore d'autres sous-dossiers où on va avoir ce qu'on peut appeler des macro-modèles par. Euh, on a ces 14 macro-modèles. Donc, les deux premiers, donc concept et le DCR intermédiaire, donc c'est des modèles qui vont permettre de préparer la donnée. Donc, dans le modèle concept, on va on va créer nos tables d'alignement. Dans le DCR intermédiaire, on va préparer les données qui proviennent du coup du DCR et qui vont pouvoir du coup alimenter les autres modèles. Donc pour tous les autres modèles, ça va générer du coup la table OMOP en question. Donc, pour le modèle location, ça va générer la table location. Pareil pour CarSet Provider. Sauf pour les modèles Steam, donc le modèle 9 et 10, donc Steam Table par domaine. Donc là, Steam Table, on va préparer les données cliniques pour générer la table pivot Steam Table comme ce qu'a présenté Régis. Et ensuite, le modèle 10 va permettre, en fonction du domaine ID, de répartir ces données dans les différentes tables cliniques du modèle OMOP, donc drugs, conditions, etc. Et enfin, le dernier dossier source permet d'identifier toutes les tables sources du SNDS qui seront utilisées par notre pipeline. Donc, ici, je vous ai représenté donc, une petite figure qui vous montre le temps d'exécution par macro-modèle. Donc, là, les résultats, c'est des résultats de test sur un jeu de données plus petit que la phase de run. Mais ce qui est important comme information, c'est plutôt de montrer les proportions par modèle. Donc, on voit qu'ici, c'est plutôt le DCA intermédiaire qui va prendre pas mal de temps d'exécution, puis ensuite la construction de la table visite, puis la préparation des données pour la table SimTable, et enfin SimTable par domaine. Donc, c'est les macro-modèles qui vont prendre le plus de temps dans, dans la transformation des données. Enfin, donc pour l'étape qualité, donc on va utiliser trois packages standardisés, donc DQD, Data Quality Dashboard, Achille et Atlas, mais je vais laisser Nadja qui présentera ça plus en détail dans la prochaine présentation. Donc, les défis techniques donc, sont dus à la grande volumétrie qu'on a dû traiter, donc plus d'un téra de données. Dans les premières exécutions, on avait des temps d'exécution assez longs, entre 3 à 5 jours, pour homopéiser toute notre base de données. Donc, cette fois-ci, sur tout le jeu de données. Et notamment, c'est les tables ERPRSF qui sont des tables du coup énormes sur lesquelles on a dû travailler. On a optimisé notre process, notamment en travaillant sur les ressources allouées. Donc, on est passé de 3 gigas à 24 gigabits de RAM pour, euh, euh, pour nos workers. On a aussi utilisé un format de données en parquet au lieu de CSV et on a optimisé les configs de Swift. Et tout cela, ça nous a permis de réduire le temps d'exécution à peu près 32 heures au lieu de ces 3 à 5 jours. Et on continue de travailler, notamment avec des travaux sur l'utilisation d'index pour optimiser encore ces temps de traitement. Je vous remercie, je vais laisser la parole à Régis sur la partie résultats. Alors, concernant l'exécution des scripts d'analyse qui est actuellement en cours, donc pas mal de contraintes pas mal de soucis ont été rencontrés par l'équipe EVA. Et donc, tâchons d'essayer de débugger au fur et à mesure les problèmes de script rencontrés.
ou des problèmes techniques qui nécessitent du coup d'adapter des options et de créer aussi des scénarios différents pour essayer d'avancer. Donc, à l'heure actuelle, les résultats de diagnostic ont pu être générés. D'abord, nous avons pu le faire au final sur 100 000 sujets, mais puis ensuite sur les 10 millions de sujets au total. Donc ça, c'est pour la vérification des concepts et des détails de cohorte. Euh, sur Main Study, donc la réalisation des analyses, actuellement, nous sommes toujours sur 100 000 sujets et à l'heure actuelle, nous avons 4 analyses qui ont tourné sur 5. Donc, nous essayons d'avancer pas à pas pour essayer d'abord sur un jeu de données plus petit. Et donc, c'est actuellement en cours. Il y a une génération de fichiers, des résultats encore cette semaine donc, que nous sommes en train de regarder. La partie report, pour l'instant, n'a pas encore été testée. Et donc, les problèmes rencontrés qui font qu'aussi, du coup, ce projet a un peu de retard au niveau de la génération des résultats, c'est d'abord la volumétrie des données. Les scripts ont beaucoup de mal, les scripts transmis par l'EMA ont beaucoup de mal à fonctionner directement sur 10 millions de sujets. Ce qui se passe, c'est que du coup, les packages ne sont pas forcément compatibles avec l'environnement et l'infrastructure que l'on utilise, notamment avec Hive. Il y a également des appels de fonctions dépréciées. Il s'avère que les scripts datent il y a plus d'1 an et du coup, certaines fonctions ne fonctionnent plus en l'état et du coup, nécessitent des adaptations. Donc, c'est des choses également qu'on a fait remonter à l'EMA là-dessus. Mais du coup, l'équipe d'EVA avance en trouvant et en contournant les problèmes, en adaptant les scripts et arrive progressivement à chaque fois à régler ces soucis-là. Donc, ce qu'ils ont fait notamment pour pouvoir avancer, parce qu'on s'est vite rendu compte que sur des millions de personnes, les scripts d'analyse auraient du mal à tourner, on a fait des échantillons pas à pas sur d'abord 1000 sujets pour avoir une première génération rapide, mais avec du coup peu de monde dans les cohortes et dans les sous-populations et peu d'événements. Puis après, on est monté en gamme sur 20 000 sujets et 100 000 sujets avant de passer à 10 millions, notamment pour la partie diagnostic. Sur la partie analyse, du coup, pour l'instant, on est toujours sur 100 000, ça avance. On espère arriver sous peu à pouvoir relancer ces scripts-là sur 10 millions de sujets. Et du coup, ça nécessite aussi d'adapter des fonctionnalités dans R, d'adapter le logiciel. Enfin, il y a plein d'adaptations techniques qui sont dues au volume de données analysées. Et donc, l'équipe EVA qui travaille là-dessus, notamment, a apporté de nombreuses corrections dans les requêtes, dans les fonctions pour les rendre compatibles, dans les fonctions également pour les déprécier, pour les changer. Et nous sommes aussi en contact avec l'équipe Darwin de l'EMA pour pouvoir avoir des solutions techniques dès que, au final, nous ne pouvons pas avancer. Il faut savoir qu'également, nous prévoyons, c'est lancé pour cet été, de pouvoir réaliser du coup l'analyse également des données, les mêmes analyses prévues au protocole, sur les données sources, les données CNR sources non transformées, pour pouvoir calibrer les résultats obtenus à partir des données homopisées, et donc en utilisant les mêmes règles de sélection des patients, de création des événements. Nous ne le ferons pas sur la totalité des analyses, mais uniquement sur les principales, à savoir création de cohortes, édition des taux d'incidence notamment, et facteurs associés. Et nous espérons pouvoir effectivement comparer les résultats obtenus avec les deux méthodes et essayer de trouver une bonne concordance de résultats. Ici, vous avez les 29 fichiers CSV qui ont été générés par les scripts diagnostiques et qui donnent du coup une vision globale des différentes populations et du coup des événements également présents. Et ces fichiers seront transmis à l'EMA sous peu. Là, nous avons fait une analyse surtout de la complète anonymisation des données à l'intérieur. Ce sont des résultats agrégés, certes, mais d'un point de vue sécurité de transmission des résultats, il faut qu'on vérifie aussi qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir qu'il y a bien de l'anonymat dans ces fichiers-là. Et on pourra ensuite regarder ces résultats-là avec un script dédié qui s'appelle Diagnostic Explorer, qui est une application AirShiny fournie par OHDSI. Et donc, pour conclure, je dirais que ce projet, il avance, il met le temps pour avancer, mais il avance. Nous avons des difficultés qui sont liées à la volumétrie des données, qui sont liées à l'exécution des scripts, notamment des scripts à la fois également de contrôle qualité. Les scripts de contrôle qualité ont eu du mal à tourner au début. Maintenant, c'est sur les scripts d'analyse qu'on a du mal et qu'on avance en trouvant à chaque fois des solutions. Il faut adapter les scripts pour les rendre compatibles avec Spark et Hive, sachant que du coup, ces scripts-là n'étaient pas forcément dédiés. Nous sommes la seule équipe parmi les partenaires à utiliser ce type de technologie. Et du coup, le MA essaie aussi d'adapter maintenant ces scripts avec des nouvelles versions pour en tenir compte.
Les nombreuses terminologies françaises qui sont présentes dans les données du SNDS nécessitent un considérable travail d'alignement et qui est toujours en cours d'évolution, et notamment sur les autres projets après coagulopathie. Et ce qui fait que la finalisation des analyses est retardée, mais nous espérons pouvoir les finaliser d'ici septembre. Voilà. Et les points positifs, c'est que nous continuons à développer une expertise au MOP au sein du HDH, avec ce projet qui est vraiment un cas d'usage qui nous met en situation. Ce projet sera préparatoire ensuite aux prochains projets qui seront à venir dans le cadre de Darwin, qui procédera de la même façon, mais qui nécessitera de pouvoir répondre plus rapidement avec des indicateurs plus simples de manière globale sur une dizaine ou quinzaine de protocoles par an à terme, également sur un échantillon de 10 millions de personnes. Et nous espérons aussi pouvoir, d'ici fin d'année, mettre à disposition sur le site du HData Hub à la fois l'ETL transformation SNS en OMOP version 5.4 et également, nous sommes en réflexion également sur les travaux que nous avons fait sur les alignements de terminologie pour aussi les mettre à disposition de la communauté et également envisager aussi une mise à jour, et ça on va en discuter notamment avec des organismes tels que l'ANS ou la TIH et éventuellement aussi au HDSI pour qu'ils puissent actualiser également leurs alignements et leur vocabulaire dans leur référentiel. Voilà. Donc j'en profite également pour remercier les différentes personnes qui participent au projet, notamment Laurence Vattier qui a participé activement notamment à la définition du protocole et qui nous aide sur les analyses notamment de données sources. L'équipe EVA également qui travaille d'arrache-pied sur ce projet. Et donc si vous avez des questions. Merci beaucoup, Régis et Hakim. C'était très intéressant et très clair. On a quelques questions dans l'onglet, notamment une question concernant les notes dans le SNDS nécessitant du NLP. De quelles notes s'agit-il, il n'y a pas de compte-rendu médicaux? Alors, pour le NLP, en fait, ce sont pour les LPP, qui a eu un travail qui a été réalisé, c'est les codes LPP, si je ne m'abuse, oui, c'est ça, qui ont été notamment préalignés avec les codes SNOMED à partir d'un outil NLP qui a été développé en interne au sein du HDH pour pouvoir faire un préalignement des libellés avec une transformation d'abord en anglais des labels des codes LPP et ensuite un alignement avec cet outil, après avoir nettoyé un petit peu les labels, en enlevant les termes un petit peu qui ne servent pas, en gardant que vraiment l'information, parce que du coup, du côté SNOMED, la granularité des informations dans les labels ne sont pas les mêmes. Il faut d'abord faire une bonne transformation en anglais déjà, et après, pour pouvoir préaligner avec un outil NLP. Alors, je crois qu'il utilise des méthodes, des modèles BERT, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste. Mais ça a été utilisé pour les LPP précisément. Merci, Régis. On a une autre question par rapport à l'outil Athena. Est-ce que c'est un outil open source? Alors, on peut y accéder, vous cherchez OHDSI Athena, vous pouvez y accéder directement. C'est un browser qui permet de rechercher tous les vocabulaires et voir les codes standards de toutes les terminologies, enfin, tous les vocabulaires standards au MOP. Alors, c'est OHDSI qui gère ça et qui les met à jour régulièrement avec toute la terminologie SNOMED, LOINC. Ils essaient d'avoir des codes à jour, les à jour possibles. Et donc, il est possible aussi donc, de trouver les alignements entre certains codes sources et certains codes standards et de pouvoir télécharger des fichiers qui peuvent après être utilisés et fusionnés avec les tableaux MOP pour récupérer les fameux codes concepts dont on a besoin à la fin et qui sont appelés par les scripts standardisés au MOP, de l'EMA, pardon. D'accord. On va essayer de trouver un lien et puis on le mettra dans Oui. le chat. Merci. Ensuite, on a une question concernant la mémoire RAM qui est attribuée. Est-ce que c'est le HDH qui attribue en fonction de l'importance du projet? Oui, tout à fait. On peut configurer la mémoire RAM on parle bien du cluster Spark, hein. On peut allouer la mémoire qu'on a besoin. D'accord. J'espère qu'on a répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas à préciser dans l'onglet questions-réponses. On a une question sur quels sont les éléments de variables géographiques de type géolocalisation. Sur quels éléments les variables géographiques sont-elles alignées? Équivalent des iris français à l'étranger. Alors, les seules données géographiques que l'on map, enfin que l'on aligne dans les données des tableaux MOP, c'est les départements et communes non, les codes communes, non, on n'a pas les codes communes, pardon, on a le département. Ça, et ensuite, il me semble que également les numéros finesse, je suis très sûr.
des établissements, je ne sais plus. Ça, c'est pas géographique, du coup, ça, c'est sur la partie des établissements. Oui, sur les établissements, mais c'est à peu près tout. Les tables location et CareSite sont assez minimales en termes d'information. Merci, La Rudy. partie géographique. Sachant ensuite, il faut savoir que du coup, la partie géographique, en tout cas pour les projets coagulopathie et également pour la suite pour les projets Darwin, est secondaire. Ce ne sont pas des données qui seront utilisées dans les scripts. Ils ne font pas d'analyse par géographie, par zone géographique. Voilà. Pour compléter, donc les seules adresses qu'on a, ce que disait Régis, c'est juste le département. Donc, une personne, elle n'a pas une adresse dans le SNDS, on va juste récupérer son département. Et pareil pour les établissements, on récupère juste enfin, bon, on n'a pas l'adresse, on récupère juste le département. Merci. On va prendre une dernière question avant de passer à l'intervention suivante. Pour le contrôle de cohérence SNDS brut versus SNDS homopisé, n'est-il pas pertinent de comparer les données individuelles que les données agrégées? Alors, à la base, on ne va pas regarder les données agrégées. Enfin, on ne va pas comparer les données agrégées, on va comparer des données individuelles non transformées au MOP avec des données individuelles transformées au MOP. Donc, au final, on va faire tourner des analyses en utilisant les mêmes méthodes, en utilisant les mêmes règles de décision sur les événements, sur la cohorte, sur les données individuelles SNDS. On va générer des résultats. Et ces résultats, ensuite, de la même façon, on va faire la même chose sur les données individuelles au format OMOP, SNDS au format OMOP individuel, donc toujours, et qui vont être transformés par les scripts et donc qui vont générer des résultats. Ce sont les résultats qu'on va comparer, mais qui auront été générés sur des données individuelles à chaque fois. Je vais compléter aussi sur les tests de qualité actuels. On compare bien les données individuelles. Donc là c'est un test en plus qui est sur les résultats. Oui. Mais dans les tests de qualité, on regarde bien des métriques sur les données individuelles, sur le nombre de personnes, Oui. sur le nombre d'occurrences de certains éléments. Exactement. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est déjà fait. Le nombre de personnes par mois, le nombre de personnes par table, par mois, par table, par domaine, qui peuvent nous donner une information si effectivement il y a des problèmes de transformation de certains jeux de données en OMOP sur certains mois, par exemple, ou dans certaines tables. D'accord. Merci pour ces questions. Je vois qu'il y en a d'autres qui sont posées. On essaiera d'y répondre à la fin. Mais dans un premier temps, je vous propose de continuer avec l'intervention suivante. Du coup, on accueille maintenant Nadia pour une présentation autour de l'exploitation de Spark via des packages R dans le cadre de l'analyse qualité des données de la base principale du SNDS au format OMOP. Donc Nadia, tu es data engineer et référente de données au Wells Data Hub et je te laisse la main pour la présentation. Merci Laurie. Du coup, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'utilisation de Spark dans le cadre d'analyse de qualité de données homopisées issues de la base principale du SNDS. L'objectif est de vous exposer les différents outillages qu'on a pour l'analyse de qualité de données homop, les différents enjeux techniques qu'on a rencontrés avec une utilisation classique sur des données aussi volumineuses que celles du SNDS et les bénéfices de la mise en œuvre de Spark. Pour juste un petit rappel du coup sur le contexte, on a utilisé le projet de coagulopathie comme fil rouge pour nos travaux. Le projet de coagulopathie il vise à analyser les événements liés à la coagulopathie chez des patients atteints de COVID-19 et les facteurs de risque liés. On a utilisé pour cette étude un échantillon de 10 millions d'individus majeurs issus d'une extraction de la base principale du SNDS et qui couvre une période de janvier 2017 à décembre 2023. En termes un peu plus techniques, on parle de 157 fichiers qu'on a reçus, qu'on va utiliser côté OMOP sur 416 depuis l'extraction de la base principale du SNDS, et ce qui nous fait 577 gigabytes pour ces 157 tables-là, et on parle ici de données qui sont compressées. En termes de données non compressées, on est plutôt sur du 3-6 terabytes. L'objectif était double. D'une part, on avait la standardisation des données OMOP selon le modèle OMOP CDM,
ce que vous a expliqué du coup Régis et Hakim juste avant moi. Et en deuxième lieu, l'évaluation de la qualité post-homophysation sur laquelle je vais me concentrer. Pour ce faire, on a dû utiliser plusieurs librairies et la toute première était le Data Quality Dashboard, aka DQD. C'est un outil qui a été implémenté par la communauté ODSI, qui est open source et qui a été codé en R. Il permet d'évaluer la qualité des données homophysées d'un niveau structurel. Il repose sur 24 types de vérifications différentes qui vont être lancées automatiquement sur toutes les tables et tous les champs de notre base de données OMOP jusqu'à générer 4000 tests automatiques au total. Ces différents contrôles sont catégorisés par niveau. On a le premier niveau où on va venir vérifier les tables, c'est-à-dire on va évaluer la présence, la structure et la quantité des tables. Au niveau des champs, on va venir évaluer la qualité des colonnes. On va venir vérifier les valeurs manquantes, les clés primaires et étrangères, les appareillements entre ces clés-là et les types attendus. Ensuite, le dernier niveau, qui est le niveau concept, a un aspect un peu plus métier, où on va venir évaluer la validité et la cohérence des concepts médicaux par rapport au genre et à la temporalité. Pour vous expliquer un peu mieux comment agit le DQD, c'est un script R qui va venir prendre en entrée deux types de données sources. On a les tables OMOP CDM et les tables vocabulaire standard. Et en sortie, on va avoir une énorme table de résultats très détaillés avec plus de 50 colonnes, avec des colonnes telles que le temps total d'exécution, le temps de début d'exécution, des logs, etc. Nous, pour nos analyses, on a décidé d'extraire deux types de tables depuis cette grande table. La première, qu'on voit du coup à droite, est une sorte de table de statistiques générales où on va trouver pour chaque type de contrôle le nombre de lignes qui sont concernées, le nombre de lignes qui sont passées, qui ont réussi, le nombre de lignes qui ont échoué, le nombre de lignes dont le contrôle n'a pas pu être appliqué et le nombre de lignes où il y a eu une erreur durant l'exécution du contrôle. Et on a ces mêmes métriques-là, mais en termes de pourcentage également. Ensuite, la table en bas est la deuxième table, le deuxième type de table qu'on a extrait et qui est une sorte de table de diagnostic d'anomalie. Du coup, on va se concentrer sur les contrôles qui ont échoué. Là, par exemple, dans l'exemple, on voit que le contrôle qui a échoué, c'est le plausible gender, qui a 25 lignes qui ont échoué, et ce qui fait 0,12% de lignes échouées dans la table condition occurrence, et plus précisément dans la colonne condition concept ID. Et tout à la fin, on a du coup une description très précise de l'erreur. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs femmes qui ont un concept ID qui concerne testicular hyperfunction, ce qui fait que ce n'est pas normal. Du coup, ça, c'était le premier outil qu'on a utilisé. Le deuxième, c'est Achille, acronyme de Automated Characterization of Health Information at Large Scale Longitudinal Evidence Systems, et qui est également développé, qui a été développé par ODSI et qui est également un package R open source. Et contrairement à DQD qui vient vérifier la structure des données OMOP, Achille, lui, va venir générer des statistiques descriptives à partir de notre base de données OMOP. Au total, on a 293 analyses et chacune d'entre elles, il faut savoir que chacune d'entre elles est représentée par un code SQL derrière. En entrée, on a les mêmes entrées que pour DQD, c'est-à-dire les tables OMAP et les tables vocabulaire. Et en sortie, par contre, on va avoir trois types de résultats différents. On va avoir la table Achille Analysis, qui va être une sorte de table qui répertorie toutes les analyses qui ont été lancées durant notre exécution. On a des colonnes telles que l'analysis ID, l'analyse name, qui est une brève description de ce que fait le code SQL associé. Ensuite, les stratomes qui vont de 1 jusqu'à 5, et c'est sur ces colonnes-là que les données vont être agrégées. Et la catégorie de l'analyse, et si l'analyse fait partie des analyses par défaut, lancées par défaut par Achille ou pas.
Ensuite, on a la table Achille Result. On va venir du coup stocker les résultats de nos agrégations qui ont été faites sur les différents stratums. Et on a la colonne Count Value qui va représenter le nombre d'occurrences de ces agrégations-là. Pour la dernière table, Achille Result 10, c'est la même chose que Achille Result, mais on va avoir des statistiques supplémentaires telles que le mean value, le max value, les percentiles, etc. Du coup, pour une analyse ID, c'est-à-dire un code SQL, elle peut faire soit partie de Achille Result, soit Achille Result 10, et non pas les deux en même temps. Pour illustrer du coup comment on agit Achille, j'ai pris un exemple de l'analyse ID 102. Si on regarde le code GitHub fourni par ODSI, on va pouvoir retrouver le code SQL qui est associé. Et dans ce code-là SQL, on va retrouver une description de ce que fait l'analyse, number of person by gender by analysis with age at first observation period. Et on voit que le script SQL sélectionne le gender tel que le stratum 1, il calcule l'âge et le sélectionne tel que le stratum 2, et il fait une jonction ensuite avec observation period, et il agrège sur les colonnes gender et âge. Et du coup, on peut retrouver certaines des informations qui sont dans le script SQL dans la table Achille Analysis. Par exemple, l'analysis name qui représente la description de ce que fait la requête SQL, le stratum 1 qui est représenté ici par gender, le stratum 2 qui est représenté par l'âge, la catégorie de l'analyse qui est personne, on se concentre sur la table personne, et en plus, on sait que du coup, c'est une analyse par défaut lancée par Achille. Ensuite, à droite, on a la table Achille Results, où on va trouver tous les résultats des agrégations qui ont été faites sur Stratum 1 et Stratum 2. Si vous avez pu le remarquer, les résultats de Achille brut sans connaissance du script qu'il y a derrière, il est un peu difficile à comprendre et à traduire. On a du coup utilisé l'outil Atlas, également développé par ODSI et qui est open source, afin de traduire ces statistiques descriptives qui sont issues de Achille. Et en plus de ça, Atlas nous permet également de naviguer sur toute la base OMOP et de visualiser des profils patients, de rechercher des pathologies et ou des traitements. Atlas prend du coup un peu plus de données sources en entrée. Il prend les tables OMOP, les tables vocabulaire, mais il prend également les tables résultats de Achille afin de justement les traduire. Et ce qu'on va appeler une table de hiérarchie. La table de hiérarchie est une table qui est créée à partir d'un script SQL que Atlas lui-même fournit. C'est une table qui est prérequis à l'utilisation de Atlas. Voilà ce que ressemble Atlas. On a plusieurs visualisations différentes. J'ai uniquement pris le premier dashboard et on peut y voir la distribution homme-femme qu'il y a sur la population sélectionnée, le nombre de personnes dans cette population-là, c'est 5K, et la distribution de l'âge par rapport la distribution des personnes par rapport à l'âge qu'ils avaient lors de leur première observation. Et on en a encore plein d'autres visualisations sur toutes les tables en main. Maintenant qu'on s'est familiarisé avec ces trois outils-là, on va passer aux différentes étapes qui ont été réalisées afin d'analyser la qualité des données. La toute première exécution de ces packages-là a été faite sur une infrastructure PostgreSQL dans un environnement HDH. Elle avait une configuration assez classique. On avait 8 cœurs, 64 gigaoctets de RAM, 512 gigaoctets de stockage. On a utilisé la version PostgreSQL 13.2 et on a utilisé RStudio V4 en tant qu'espace R connecté à PostgreSQL. Très vite après les premières exécutions, on a rencontré plusieurs problèmes. On avait tout d'abord la volumétrie excessive. On avait un problème de volumétrie excessive. On devait lancer les paquets, les contrôles, les analyses de Achille et Bucure qui étaient quand même assez complexes.
sur la population de 10 millions de patients. Ensuite, on avait une saturation des ressources qui a été manifestée, qui s'est manifestée par un pic de mémoire RAM, le disque a été très fortement sollicité et des grands délais d'exécution pour certaines requêtes. Du coup, ce qui a fait que on a eu des timeouts, on a eu des crashs, beaucoup de crash kernel. Tout ça a nécessité du coup des relances manuelles et humaines de notre part. Et voilà. Et par ailleurs, les erreurs qu'on a rencontrées dans les exécutions laisser des connexions PostgreSQL ouvertes, ce qui saturait les slots disponibles et ce qui nous empêchait de relancer nos scripts correctement. Suite à cela, il y a eu des contournements qui ont été mis en place. Le tout premier a été la réduction de la volumétrie. Du coup, on est passé à un échantillon de 600 cas patients qui ont été choisis aléatoirement depuis les 10 millions de patients. Et comme deuxième contournement, on a également décidé de diviser les contrôles et les analyses côté DQD et côté Achille en sous-groupes et de faire une exécution par batch afin de réduire la saturation des ressources. Une fois que ces contournements ont été faits, voici concrètement les étapes d'exécution des packages sur Postgre. On avait une première étape qui était de charger les données OMOP et vocabulaire sur notre base de données PostgreSQL. C'était un traitement qui pouvait durer jusqu'à une journée entière. Ensuite, on avait l'exécution de Achille et DQD qui se faisait à travers une connexion à PostgreSQL. Et on a réussi, côté DQD, à lancer 10 types de contrôles sur les 24 disponibles. Et côté Achille, on a réussi à lancer 119 analyses Achille sur les 223 qu'on pouvait appliquer. Je dis 223 qu'on pouvait appliquer car au total, il y en avait 283 côté Achille, mais certaines requêtes SQL se basaient sur des tables qu'on n'avait pas, telles que payer et count, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est 223 qu'on pouvait exécuter. Tous ces résultats-là ont été évidemment sauvegardés dans un schéma résultat sur notre base de données PostgreSQL. Et finalement, pour Atlas, on avait deux étapes. La première qui était la génération de la table hiérarchie dont on a parlé il y a facilement tout ça, via un script SQL. Ce traitement était assez lent et pouvait également prendre une journée entière à se faire. Ensuite, on devait connecter du coup Atlas à notre PostgreSQL afin de pouvoir obtenir les visualisations sur ces bases de données-là. Du coup, malgré qu'on a réussi à avoir quand même des résultats au début et qu'on a quand même fait un premier batch d'analyse dessus, on n'a quand même pas réussi à traiter l'ensemble de la base, c'est-à-dire analyser les 10 millions de patients. On avait, et non plus les analyses et contrôles, on a réussi à en faire que certains. Ensuite, on avait le traitement qui était très lent et du coup séquentiel également et non automatisable. On avait une forte dépendance humaine de notre part, où on devait relancer à chaque crash kernel. Et du coup, tout ça faisait que l'environnement à cette échelle-là était instable et difficilement industrialisable. Du coup, pour remédier à ce problème, le HDH a implémenté une nouvelle infrastructure qui se base sur Spark. Et je vais essayer d'expliquer cette infrastructure un peu plus en détail grâce au schéma à droite. Du coup, supposons qu'un utilisateur est sur RStudio, il va pouvoir, grâce au driver ODBC Simba qui est sur RStudio, se connecter à Thrift et pouvoir envoyer des requêtes de type Spark SQL, telles que des select, des create table, etc. Le Thrift, lui, va jouer le rôle de pont entre notre environnement RStudio, le Spark et le Hive Metastore. Thrift va alors envoyer la requête au Spark qui va de nouveau solliciter Thrift afin de connaître l'emplacement physique des tables qui ont été mentionnées dans la requête.
Scripts va alors interroger le Hive Metastore qui, lui, sert de registre central qui conserve via une base derrière PostgreSQL, qui est différente d'ailleurs de notre base, l'emplacement physique des tables dans le Data Warehouse. Et par ailleurs, les fichiers derrière sont enregistrés en format parfait. Une fois que les tables sont localisées, Spark va pouvoir distribuer sa charge de travail entre les différents workers et ainsi on a du coup des tâches qui sont distribuées et surtout parallélisées. Et pour l'infrastructure, du coup, on a le cluster Spark qui peut scale jusqu'à 32 workers et même plus si on le demande. Et chaque worker possède 4 cœurs et 30 gigabytes de RAM durant notre étude. Une fois qu'on avait l'infrastructure qui était opérationnelle, on a pu déployer cette solution-là sur nos packages. Première bonne nouvelle, on n'avait plus d'étape de chargement car les données se trouvaient déjà dans Hive après homopisation. Et côté Achille et DQD, on les a exécutés avec cette fois-ci une connexion Spark via le driver Simba ODBC. Et grâce à Spark, on a réussi à avoir du coup une exécution distribuée, c'est-à-dire que les requêtes SQL étaient parallélisées. Et ça a eu 3 effets immédiats. Plus de timeout, réduction de la mémoire, de la consommation de mémoire et un gain de temps considérable. Et contrairement à Postgre où on a dû segmenter nos contrôles, cette fois-ci, on a pu tous les lancer en une seule fois et sans intervention humaine. Qui plus est, on a réussi à exécuter la totalité des contrôles côté DQD et côté Achille, c'est-à-dire les 24 types de vérification côté DQD, ce qui fait à peu près 4000 analyses différentes, et côté Achille, les 223 qu'on pouvait appliquer. Côté Atlas, il y a eu un peu plus d'adaptations techniques qui ont été faites. Par exemple, le script SQL de la création de la table hiérarchie a été traduit de SQL vers du Spark SQL. Entre parenthèses, les librairies Achille et DQD, enfin la traduction des scripts SQL en Spark SQL se faisait automatiquement car les 2 librairies pouvaient automatiquement identifier l'engine utilisé. Et en deuxième lieu, l'adaptation qui a été faite sur Atlas était quelques configurations afin de pouvoir connecter Atlas à notre nouveau data warehouse. Du coup, si on fait un petit résumé, un petit comparatif de nos 2 méthodes, en termes de volumétrie, avec la nouvelle infrastructure Spark, on a réussi à exécuter tous nos contrôles sur, sur toute la population des 10 millions, contrairement à Postgre où on a réussi à exécuter que sur 600 cas. Côté Achille et DQD, on a également réussi à lancer tous les contrôles alors que sur Postgre, on a réussi à en lancer que 119 côté Achille et que 10 côté DQD. Et surtout, et le plus important, le gain de temps lors des exécutions. Avec Postgre, on avait une exécution qui était séquentielle et du coup longue, alors qu'avec Spark, avec la parallélisation, on a réussi à avoir une exécution beaucoup plus rapide. Déjà, l'étape de chargement a économisé une journée avec l'utilisation de l'infrastructure Spark. Côté Achille, maintenant, on a 4 heures de temps d'exécution, alors qu'avant, on en avait pour 5 jours. DQD, on en a pour 1 heure et demie maintenant versus 3 jours avant. Et pour la création de la table hiérarchie, on en a pour 1 heure à la place de 1 journée avant. Ce qui fait qu'au total, maintenant, on peut avoir les résultats de ces 3 outils en 6 heures et demie, alors qu'avant, on prenait 2 semaines pour se faire, ce qui était énorme. Du coup, après tous ces travaux, on a réussi à avoir quand même certains résultats, enfin, on a réussi à avoir les résultats sur les 10 millions de patients, notamment les résultats de DQD, où je vais laisser du coup Régis expliquer le tableau. Hakim, si tu veux peut-être plus le prendre. Oui, pas de souci. Donc, résultat de DQD, on a du coup la première partie qui va regarder la structure des tables. Donc, au début, on avait pas mal d'erreurs là-dessus. C'est-à-dire que
nos tables OMOP ne respectaient pas la, la version 5.4 de OMOP. On a dû faire pas mal de correctifs, rajouter des colonnes vides, rajouter le format des données, enfin respecter le format des données, le format des données pour que les scripts de qualité et d'analyse puissent se lancer. Pareil, on a eu pas mal de petits soucis sur la complétude des données, parce qu'on utilise un script qui permet de calculer l'ID des tables, par exemple, des personnes, des visites. Donc, on a identifié qu'on avait un petit souci sur la construction de nos ID, ce qui faisait qu'on avait pas totalement, enfin, pas une bonne complétude, pas une bonne complétude des données. Mais voilà, à chaque fois qu'on a identifié un problème, on a pu le corriger. Donc, c'est vraiment un package très utile pour s'assurer de nos transformations. Merci. Du coup, en conclusion, on a réussi à avoir les limites d'une approche classique comme PostgreSQL lorsqu'on est face à des volumes aussi grandes que celles de la base principale du SNDS et les bénéfices obtenus grâce à un bousculement vers une architecture distribuée. Notamment, là maintenant, on a une infrastructure scalable, stable et automatisable et qui ouvre la voie à des futures études sur la plateforme du HDH et une meilleure collaboration entre équipes techniques et métiers. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On a le temps de prendre quelques questions, donc si possible, essayez d'y répondre le plus brièvement possible. Après, je vais mettre un message dans le canal pour toutes les questions qu'on n'aurait pas pu adresser dans le temps imparti. Vous pourrez bien entendu nous les envoyer par mail et on y répondra. Donc, dans un premier temps, il y a une question pour le cas des femmes avec cancer prostate. Si je comprends, c'est pas l'homopisation qui a échoué, mais plutôt la donnée source qui était fausse. Est-ce bien ça ou je n'ai pas compris? Oui, je Oui, sais. c'est ça, exactement. Ok, parfait. Ensuite, est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser ChatGPT quand on travaille sur la plateforme HDH? Bon, ça, je Non, pense que... on n'a pas Internet sur la plateforme pour des raisons de sécurité. Merci. Ensuite, on a une question. Selon votre expérience, à partir de quelle quantité de données faut-il envisager une infrastructure distribuée comme Spark plutôt qu'une base relationnelle? Au retour d'expérience du HDH, la première version de la pipeline OMOP qui était faite du coup sur Postgre, on a réussi à mobiliser à peu près de 500K pour des données pour 500K personnes. Et puis, au-delà de 500K, du coup, on privilégie l'architecture avec Spark. Ça dépend également beaucoup des traitements aussi qui sont effectués sur les données, pas uniquement de la taille. Merci. Combien de workers travaillent en même temps pour analyser les données de 10 millions de patients? Nous, on a réussi à scale jusqu'à 35, mais je pense 32. 32 plutôt, mais je pense qu'on pouvait en faire plus si on avait demandé plus. Sur D'accord. certains espaces, on a plus de 32 workers. Dans les espaces de dev, on peut jusqu'à 64 workers. Donc, tant que, que le cluster est sollicité, il va scale des workers s'il y en a de disponibles. Ça marche, merci. Dans les packages de data quality de l'OHDSI, il n'est pas possible de sélectionner la version OMOP cible. Si, 5.4. La Je pense que si. Je pense que si, oui, oui, parce que du coup, la structure n'est pas la même forcément dans les tables au format 5.4 par rapport à la 5.3. Les règles non plus ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, je pense que normalement, il doit être possible de pouvoir avoir des versions de package adaptées au format de l'ETL. Non, je suis sûre parce qu'on a utilisé les deux de notre côté. On avait commencé par les 5.3, puis après on est passé à 5.4. Du coup, il y a bel et bien les deux. D'accord, merci. Et enfin, une dernière question. Est-ce que les fichiers de configuration du package DQDR au HDSI permettent de rajouter des règles de qualité comme des règles de cohérence? Ça va être à côté, du coup, ça va pas être directement dans l'utilisation de ces packages, mais nous, on utilise aussi des tests de qualité maison, où on développe nos propres scripts pour valider aussi la qualité et la cohérence des données. Donc, nous, on fait ça à côté, pas dans. Oui, il n'y a pas de config pour prendre plus des 40 analyses qui sont déjà là.
Mais 40. forcément, on adapte en conséquence l'ETL suite aux erreurs transmises et surtout, ça nous met en évidence que certaines erreurs peuvent venir aussi de la manière dont on a programmé les choses dans l'ETL. Donc, on les modifie en conséquence. D'accord, ça marche. Merci. Donc, merci à tous. J'ai juste une petite slide de conclusion. Est-ce qu'Hakim, tu peux aller à la dernière slide du support? En fait, on souhaitait ouvrir aujourd'hui le meet-up autour des données synthétiques. On est notamment à la recherche d'une autre institution qui pourrait être intéressée pour porter le recrutement d'un post-doctorant autour des données synthétiques, notamment avec pour objectif de développer un générateur de données synthétiques d'images complexes dans un projet plus général qui serait autour de la formation médicale. Donc, c'est un recrutement qui fait part du projet PFDS, plateforme de formation aux données de santé, et qui a été retenu lors de l'appel à manifestation d'intérêt CM1. Donc, on cherche un profil qui serait autour de l'intelligence artificielle, du traitement d'images, de la génération de données synthétiques, avec une appétence pour tout ce qui est architecture de génération d'images et de la complexité autour des données d'imagerie et des données complexes. Donc, ce serait un projet d'environ 12 mois qui serait co-encadré. On a un budget qui est fourni dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt qui serait peut-être pas suffisant, enfin, à voir. Mais pour l'instant, on est surtout à la recherche d'une structure qui serait intéressée pour porter ce post-doctorat avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire soit aux adresses qui sont présentes ici, soit comme j'ai mis dans le chat à l'adresse opensource@health-data-hub.fr. Voilà. Et je vous remercie chaleureusement pour votre présence et pour les échanges qui ont été très intéressants autour de ce meet-up. Il y aura un replay qui va être prochainement publié sur la page YouTube du Health Data Hub et on vous le communiquera par mail, bien entendu. Donc, merci à tous, bonne fin de soirée et à bientôt.